Mon invité a de l'esprit et plus de 30 années d'expérience dans le secteur de l'immobilier professionnel. Qu'il soit à son poste de directeur exécutif méthode et qualité de la filiale SNCF Immobilier ou à celui de président de l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers, son métier, c'est d'anticiper l'évolution des usages et de voir loin devant. Voici Frédéric Goupil de Bouillé pour une discussion sur le retour des salariés au bureau, la plateforme Opérate, la réindustrialisation de la France ou encore la crise du logement. Bonjour Frédéric Goupil de Bouillé. Bonjour Anne-Sandrine. Je vous ai présenté en introduction, sans doute un peu trop officiellement. Pour vous avoir écouté en conférence au printemps dernier, je vous sais extrêmement vif. Que diriez-vous donc à nos auditeurs de vous, de votre métier, de vos fonctions, si on vous laissait quelques minutes pour le faire? Alors, merci en tout cas de la question, puisque c'est vrai que c'est un métier qui me passionne depuis maintenant plus de 30 ans. Oui. Et j'ai eu la chance de pouvoir pratiquement pratiquer tous les métiers de ce métier de l'immobilier. Alors, on va dire d'entreprise ou professionnel. Toutes les nuances de votre métier. Il y a toutes les nuances. Donc, de l'asset management jusqu'au FM, en passant par le property manager ou la gestion de projet. Donc, c'est un métier très ouvert qui offre des perspectives, je dirais, comme je dis à mes étudiants, vous pouvez tout faire dans cet immobilier et vous avez un champ énorme de satisfaction. Bon, après, évidemment, il a ses contraintes. On connaît le marché de l'immobilier, on le subit. Mais c'est ça qui est passionnant de l'avoir. Et puis, vous avez énormément d'interlocuteurs sur la place. Puisque vous faites tous les métiers de l'immobilier, vous avez toutes les prestations possibles. Donc, c'est un métier très enrichissant et voilà, en 30 ans, je ne l'ai pas vu passer. Et vous le représentez désormais. Et maintenant, je le représente, c'est-à-dire que tout ce que ce métier m'a donné, j'espère maintenant pouvoir lui offrir le retour et pouvoir le défendre, s'il y a besoin de le défendre, mais en tout cas de le représenter et de pouvoir... de le faire connaître. De le faire connaître et de le défendre dans ces moments où il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions, comme on va voir. Alors justement, j'évoquais il y a un instant cette fameuse conférence du printemps. Il s'agissait d'une intervention que vous avez faite à l'invitation de Wüest Partner. Vous aviez évoqué, entre autres, et vraiment entre autres, le taux d'occupation journalière des locaux à la SNCF. C'était un taux qui n'était pas très élevé, si je me souviens bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé d'un marché de l'offre où on offrait des locaux à nos collaborateurs pour qu'ils puissent venir travailler, à un marché de la demande des collaborateurs qui nous disent maintenant, je ne vais pas aller au bureau pour aller travailler puisque je peux travailler de partout. Et donc, je vais choisir. Et donc, maintenant, on a des consommateurs de bureaux qui font un choix et qui arbitrent, je vais dire, à la journée, à la semaine, au mois, selon ce que le management peut leur offrir, et qui viennent au bureau quand véritablement ils y voient une plus-value. Donc c'est vrai que la conséquence immédiate qu'on a vue à la sortie de cette pandémie, c'est une chute de la fréquentation. J'ai toujours autant, voire même plus de collaborateurs affectés à des locaux, mais ils viennent quand véritablement ils y voient eux-mêmes une plus-value. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, nos taux de fréquentation dans les grands immeubles, je vais parler des grands immeubles, des entreprises qui ont des immeubles administratifs, pas que des sièges, on frise 40 à 45% de taux d'occupation dans la semaine, avec des pointes rarement au-dessus de 70-80%. Le mardi, par exemple, pour ne pas le citer ce jour-là. Alors, je ne vous cite pas le taux du vendredi, qui est absolument catastrophique, quoi. C'est un chiffre, finalement, qui vous amène à mener de grandes réflexions. C'est vrai que ça nous pousse dans nos retranchements. Ça nous pousse dans nos retranchements et on devient maintenant, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, des offreurs de surface. Et qu'est-ce qui, avec cette relation à la clientèle, qu'est-ce que nos clients, que sont donc nos collaborateurs, nos salariés, souhaitent avoir dans les locaux? Et ce n'est pas que les collaborateurs finaux, c'est surtout le management. Qu'est-ce que le management veut de ses bureaux? Qu'est-ce qu'il veut faire de ses bureaux? Est-ce que c'est simplement réunir? Est-ce que c'est des lieux de travail? Donc on a des réflexions, je ne vais pas dire métaphysiques sur le sujet, mais on va quand même rechercher le plus loin possible ce que nos bureaux doivent être à l'avenir, déjà maintenant, et à l'avenir. Et est-ce que demain, on a moins de mètres carrés ou on a plus de présentiel? Et le tout dans un environnement encore plus large où on parle de consommation
réduite d'énergie ou bien d'autres questions aussi liées à l'environnement. Alors oui, s'il y avait que le taux de remplissage de nos immeubles qui nous occupait dans la journée, ça serait trop simple et le métier serait monotone. C'est vrai que de l'autre côté, après, il y a des révolutions qui sont liées cette fois-ci au contenant et non pas au contenu, qui fait que on doit revoir maintenant tout l'immobilier professionnel. Alors pas que les bureaux, les bureaux, ça représente à peu près 20% de l'immobilier tertiaire, je dirais, sur le marché complet. Mais c'est vrai qu'on doit se repositionner maintenant, repositionner le contenant dans la durée, puisqu'on veut des bâtiments plus durables, puisque maintenant, la démolition devient, je dirais, l'exception quand on construit. Et puis, il y a surtout la sobriété. Alors, vous avez la sobriété énergétique, mais la sobriété des mètres carrés, puisque... j'ai l'habitude de dire, en tout cas à mes collaborateurs et aux étudiants, le mètre carré le plus cher, c'est le mètre carré qui ne sert à rien. Donc on doit être sobre dans nos mètres carrés, on doit être flexible, on doit pouvoir s'adapter à des changements. Et on a vu des changements majeurs ces dernières années. Donc il y a beaucoup de contraintes. Dans la gestion d'un parc immobilier, vous avez beaucoup d'inconnus pour définir une stratégie immobilière. Revenons au télétravail. Je vais profiter de votre présence pour vous poser une question. La presse évoque en ce moment le retour des salariés au bureau, ou à tout le moins le désir de certaines entreprises de faire revenir les salariés au bureau. Personnellement, ce que j'aimerais savoir, c'est si au sein de l'ADI que vous présidez, vous avez pu échanger entre vous sur cette information du retour au bureau, et j'ose presque le mettre déjà entre guillemets. Alors, retour au bureau, c'est un souhait, mais ça n'est pas une finalité. Je vais m'expliquer. Je veux dire, aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte que la création des entreprises à l'échelle humaine est assez récente, et c'est quand même au départ la réunion de personnes qui, ensemble, sont plus productives que si elles étaient isolées. Donc, il faut pas revenir là-dessus. Maintenant, on est ensemble à quel moment et pourquoi faire ? Et c'est vraiment la question qu'a posé le télétravail, c'est que jusque dans les années 2000, jusqu'au début des années 2000, vous ne pouviez pas faire autrement que d'aller au bureau pour partager l'information puisqu'elle était papier. Et donc, vous aviez cette obligation d'être là. Depuis qu'elle est maintenant, elle est dématérialisée, cette information, vous pouvez travailler n'importe où. Par contre, les échanges, on a vu les limites. Alors, là, on est sur des ondes, mais la limite des ondes et de l'image à travers l'écran, on en voit les limites. Donc c'est vrai que le management se pose ces questions-là aujourd'hui sur à quel moment je dois réunir mes équipes. Mais il ne se pose plus la question aujourd'hui de je dois réunir mes équipes en permanence. Et on entend en effet beaucoup de médias dire il y a un retour. Non, il y a eu des grandes volontés, on le cite, la grande société Amazon est revenue en arrière, mais sachez que dans les entreprises anglo-saxonnes, on était quasiment allé ce qu'ils appellent eux le full remote, c'était quasiment le télétravail 4 à 5 jours par semaine. C'est vrai, ce qui n'a jamais été le cas en France. Jamais, on n'a jamais eu ça en France. Il y a eu une expérience au début du Covid qui a été très médiatisée, et là aujourd'hui ils en sont revenus, mais ils en sont quand même aujourd'hui à une demande au moins un jour de présentiel dans leur site. Mais nous, en France, aujourd'hui, on est entre 2 et 2,4 sur l'ensemble de la France, avec des zones très innervées en termes de transport, où on peut aller jusqu'à 3 jours de présentiel dans les sites. Voilà. Donc, le télétravail va continuer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être écrêter les excès. Oui, tout le sens de votre métier apparaît. C'est là où on doit, adapter le contenant à ce que veut le contenu, et savoir, selon les entreprises, et au sein même des entreprises, selon les métiers, est-ce que c'est plutôt des salles de réunion, est-ce que c'est plutôt des petites salles de réunion ou des grandes, des espaces, des amphithéâtres, ou simplement des zones de convivialité dans lesquelles les équipes projets, par exemple, arrivent à échanger, quoi. C'est pas le célèbre open space qu'on a déroulé pendant des années, et encore moins le retour au bureau fermé, quoi. C'est un mix de cet ensemble-là adapté aux collaborateurs. J'aimerais que nous puissions évoquer avec vous la plateforme Opérate et ce décret tertiaire qui entre maintenant dans une phase d'application active. Comment, selon vous, les entreprises, plutôt de petite taille de ce fait, doivent-elles analyser les obligations qui découlent de ce texte et je dirais de la pratique de cette plateforme ? Alors,
pour revenir sur la plateforme, je veux dire, il faut d'abord voir le décret dans sa globalité. Et puis une chose qui était l'état des lieux avant ce décret tertiaire, avant cette plateforme, on avait jusqu'à présent très peu de données sur la consommation énergétique des bâtiments, et le potentiel de nos bâtiments en matière de sobriété énergétique et de décarbonation. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, Opérat, c'est un élément excessivement enrichissant pour l'ensemble de la profession, parce que on commence déjà à chiffrer. Et voilà, partant du principe que seul ce qui se mesure s'améliore, on va pouvoir s'améliorer en partant au moins d'une bonne base. L'autre chose qu'il faut voir aussi à travers le décret tertiaire, c'est que c'est vrai que le décret tertiaire ne touche pas, et là je voudrais peut-être ouvrir une porte ouverte, mais beaucoup de gens s'imaginent que le décret tertiaire ne s'applique qu'aux bureaux, et donc aux problématiques des propriétaires des bureaux avec leurs locataires. Non, ça touche l'ensemble du parc, et donc aujourd'hui, c'est plus d'1,2 milliard, c'est-à-dire la moitié du résidentiel en France, quoi, qui est donc impacté. Alors, pas ce 1,2 milliard, puisque c'est les surfaces sous certaines conditions, mais ça touche essentiellement les petites entreprises. Donc voilà, et c'est vrai que... les plus démunis d'ailleurs, pour pouvoir répondre à ce... Démunis, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas tous l'information, ils ne connaissent pas forcément tous les obligations, et ils ne savent pas forcément ce qui est potentiellement faisable et non faisable. Donc nous, à l'ADI, déjà, on a essayé d'informer l'ensemble de nos adhérents sur les victoires, ce qu'on appelle les victoires rapides, ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce que peuvent faire les occupants aussi de leur côté, avant d'aborder le sujet qui deviendra de façon inévitable des travaux qui sont derrière. Mais c'est vrai que la plupart des entreprises aujourd'hui, et c'est ce que l'ADI et ce qu'on avait dit en début de cette année, on est face aujourd'hui à un énorme mur de l'investissement, parce que tout ce qui pouvait être fait, tout ce qui devait être fait jusqu'à présent, je dirais, les grandes entreprises l'ont déjà lancé, les moyennes entreprises sont en train de le faire, mais la problématique, c'est sur les plus petites entreprises, quoi. En tout cas, pour revenir à votre question sur Opérat, au moins Opérat est un élément de chiffrage aujourd'hui qui va nous permettre justement d'ajuster la mire, en espérant qu'elle ne se rigidifie pas comme ce qu'on a pu comprendre il y a quelques temps, pour pouvoir au moins atteindre nos objectifs de 2030, 40 et 50, qui sont, eux, incontournables, puisque de toute façon, c'est des souhaits de la société. Oui. Et Opérat, de ce fait, pourrait être envisagé comme une opportunité pour ces entreprises. Il faut mieux le prendre dans ces cas-là comme une opportunité, à défaut de l'avoir décidé, faisant mine par la suite de l'avoir fait. Non, mais parce qu'ensuite, on a la data quand même. Voilà, pour prendre des décisions, c'est quand même utile. Non, c'est vrai. Oui. Bon, ça veut dire quand même que les entreprises ont trouvé la data. Donc, on l'a cherché. Et pour revenir à votre question précédente, voilà, les petites entreprises, est-ce qu'ils ont toutes ces données-là ? C'est lourd à chercher. Hein. Moi, je le vois. Vous avez dit que je travaillais à la SNCF. Rien qu'à la SNCF, qui est le deuxième propriétaire en France en termes de mètres carrés, ça nous a pris beaucoup de temps, puisque même à la SNCF, voilà, on n'avait pas forcément l'ensemble des informations qui nous étaient demandées. Bon, ça nous a permis de nous améliorer, donc voilà, et de pouvoir maintenant nous mesurer. Mais je pense, moi, aux petites entreprises. Alors justement, à l'heure où les finances de la France sont au plus mal, la petite musique de la réindustrialisation, de la Startup Nation, elle a peut-être été remplacée dernièrement par celle moins inventive de la hausse des impôts. Vous qui vivez l'entreprise française par le prisme de son actif immobilier, qu'il s'agisse de bureaux ou de locaux d'activité, pensez-vous qu'il existe pour la France une possibilité de relancer réellement une activité industrielle et de valoriser plus encore les actifs immobiliers de nos entreprises? Alors, la question est oui, de toutes les façons. Si on veut une réindustrialisation en France, ça ne passera pas sans l'immobilier associé. Parce que de toute façon, il faudra bien loger cette industrie. Voilà. Ce que l'on sait, ce qu'on peut le dire aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus d'1,2 milliard serait le nombre de mètres carrés tels que le CEREMA ou le CEREM. Et puis, justement, aussi, grâce aux chiffres d'Opérat, on peut l'évaluer aujourd'hui. Donc, déjà, voilà, on sait qu'on a des mètres carrés. Et pour la plupart de ces locaux, on sait qu'ils sont, en règle générale, plutôt importants au regard des process actuels. Le problème, il ne va pas être là. Le problème, c'est que ces locaux, il faut les adapter. Il faut les adapter de deux façons. La première, il faut les adapter à un potentiel réindustrialisation. Mais de l'autre côté,
on vient de parler du décret, du dispositif éco-énergie tertiaire, il faut aussi les adapter du point de vue de l'environnement et de la sobriété énergétique. Donc là, c'est un petit peu la double peine, quoi. C'est si demain on veut réindustrialiser, il faut que nos bâtiments soient aptes à recevoir les nouveaux process industriels, mais qu'ils soient aussi aptes à affronter l'avenir et la sobriété énergétique. Donc là, on mesure le mur de l'investissement encore plus important qui doit être fait. Mais au moins, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a la ressource. C'est que les mètres carrés aujourd'hui existent, ils ne sont peut-être pas au bon endroit, ils ne sont peut-être pas adaptés, ils sont peut-être à faire évoluer, ainsi de suite. Mais voilà, c'est pas ce sujet-là. Par contre, il va falloir les rendre beaucoup plus flexibles. Il va falloir que là, sans que ça coûte de l'argent à l'État, mais que l'État puisse permettre ces différentes évolutions. Il va falloir que ces locaux, aujourd'hui, quand vous voulez faire des locaux mixtes, vous voulez réindustrialiser, ils avaient une destination autre avant, comment on les fait évoluer et comment on ne passe pas des mois et des mois pour les faire évoluer. Aujourd'hui, rien qu'une demande de permis de construire pour faire un bâtiment industriel, ça se compte en années. Donc voilà, comment on peut les reconvertir, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, la première des étapes qu'il va falloir permettre, c'est de rendre ces bâtiments aptes à être réindustrialisés, à être évolués, à accepter d'autres contraintes et de ne pas en rajouter, s'il vous plaît. Puisque nous sommes sur la question des défis, quels défis, de façon plus générale, les directeurs immobiliers vont-ils devoir relever, selon vous, dans les prochains mois, voire les prochaines années, évidemment ? Alors, c'est vrai qu'en matière immobilière, on ne raisonne pas au mois, c'est plutôt, c'est plutôt des périodes longues. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sérénité du directeur immobilier d'il y a 30 ans n'est plus la même. La périodicité, les évolutions et les changements, comme on dit, c'est le grand mot à la mode, les changements de paradigme se multiplient. En tout cas, ce qui est sûr, si je pouvais résumer, grosso modo, les grandes, objectifs stratégiques qu'un directeur immobilier doit avoir à l'esprit à l'avenir, c'est d'avoir un immobilier le plus flexible possible, qu'il s'adapte le plus possible à l'activité de son entreprise et ne pas plus être donc un élément fixe de ses charges. Donc ça veut dire que derrière, cet immobilier il est capable d'hybridation, il est capable de sobriété, d'intensité d'usage, et ça c'est vraiment un élément, comme on se le disait en début de cette interview, compter l'usage, donc dans les bureaux c'est la fréquentation, mais c'est la même chose dans les locaux commerciaux, dans les locaux industriels, donc pouvoir compter cette intensité d'usage et aller petit à petit vers de la mixité d'usage. Là, on va se confronter à la législation, là on va plutôt se confronter à des problématiques de sécurité dans les immeubles, mais c'est indispensable d'aller vers cette mixité. Donc aujourd'hui, il faut raisonner immobilier. Il faut toujours avoir à l'esprit que cet immobilier a un contenant. C'est quoi les activités qui sont à l'intérieur de cet immobilier et comment pouvoir adapter l'immobilier aux évolutions de ce contenant qui vont devenir, je pense à l'avenir, de plus en plus intenses. Et justement, nous allons passer à l'ADI. Je dirais presque le cœur du réacteur de toutes ces réflexions, l'association des directeurs immobiliers que vous présidez. Qui sont les membres de cette association ? Qui peut devenir membre ? Est-ce qu'il faut, question peut-être très bête, appartenir à une entreprise de grande taille pour pouvoir adhérer ? Alors, l'ADI, c'est une association d'utilisateurs d'immobilier. Donc, elle est ouverte à tous ceux dont la mission est de gérer le parc immobilier, pas uniquement les entreprises. C'est vrai que historiquement, toutes les grandes entreprises sont représentées à l'ADI et on s'en flatte, mais on aimerait l'ouvrir. Donc tous les utilisateurs, que ce soit privé, que ce soit public, donc dans les administrations publiques, on a la chance d'avoir comme administrateur Alain Resplandy-Bernard qui est le directeur immobilier de l'État, mais on en aimerait avoir plus dans les collectivités. C'est tous les utilisateurs. On est ouvert aussi à ce qu'on appelle des membres associés, mais toujours un membre associé, s'il veut adhérer à l'ADI, doit être accompagné et parrainé par 2 nouveaux utilisateurs. Ça nous permet d'avoir cette ambition qui est la nôtre, qui est d'être les représentants de l'immobilier professionnel en France et de pouvoir défendre l'ensemble de ces propriétaires et occupants d'immobilier professionnel. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que pour avoir un directeur immobilier, c'est que vous êtes
vous avez un parc immobilier conséquent. Donc voilà, c'est en règle générale plutôt les grandes entreprises. Elles sont toutes représentées, celles du CAC 40, une grande partie du SBF 120. Et puis de plus en plus de collectivités ou d'administrations publiques qui ont des responsables de patrimoine, des responsables immobiliers. Et tout cela produit une matière grise extrêmement intéressante avec vos études, vos publications, les bases documentaires sur lesquelles vous travaillez. C'est vrai qu'en dehors de se réunir et de pouvoir se comparer et ne plus se désoler, puisque c'est le principe de l'association, d'une association, voilà, se soutenir les uns les autres dans nos problématiques. C'est vrai qu'on notre volonté, et ça l'est depuis des années, c'est justement de réfléchir sur cet immobilier professionnel et de pouvoir justement nourrir des interviews comme le nôtre aujourd'hui sur les grandes problématiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ADI réfléchit sur 6 grands axes de développement. On en a parlé, le bureau, on l'a parlé aussi, l'industrie, comment accompagner la réindustrialisation et comment se positionne cet immobilier. On a évidemment une réflexion permanente sur le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui nous a permis d'accompagner le décret tertiaire depuis sa création jusqu'à sa mise en place. Et on a un représentant permanent de l'ADI au sein du conseil du CSC2E, du Conseil supérieur de l'énergie, de la consommation énergétique et de l'environnement. Donc là-dessus, on a une réflexion bien évidemment sur la digitalisation du parc, de nos parcs immobiliers et de nos fonctions immobilières. Et puis 2 grandes réflexions que l'on a aujourd'hui sur l'inclusion de l'immobilier professionnel dans les territoires, et avec une grande problématique aujourd'hui avec le zéro artificialisation nette, qui est à la fois un atout pour les entreprises parce qu'elles sont propriétaires à plus de 80% de leur parc, mais qui est aussi une contrainte derrière en termes de réimplantation industrielle. Et la dernière, qui est comment on va pouvoir financer ces évolutions de parcs professionnels qui vont nécessairement bouger. On le voit dans les bureaux, on le voit avec le décret tertiaire. Et là, il y a un mur de l'investissement qui est devant nous. Est-ce que dans nos relations avec les investisseurs, on peut adoucir la hauteur de ce mur, ou en tout cas nous permettre de le franchir? Est-il normal que nous n'ayons pas encore évoqué la crise du logement ? L'ADI n'est pas positionnée sur le logement, mais on a en effet des liens étroits avec le logement, et je pense très honnêtement qu'on pourrait travailler intelligemment entre les propriétaires de logements qui cherchent aujourd'hui des terrains à bâtir, qui cherchent des solutions au logement, avec les entreprises qui, eux, ont des mètres carrés, ont du foncier, sont propriétaires quelquefois de gros fonciers. Et voilà, je pense, et c'est un peu la vocation qu'on a avec les investisseurs, de trouver des investisseurs qui seraient capables de aider les entreprises à franchir ce mur de l'investissement qui est devant nous, mur de l'investissement pour reconvertir notre parc immobilier et accepter des évolutions process et des évolutions de transition énergétique, et des mètres carrés excédentaires qu'on pourrait trouver de cette façon-là, et peut-être pas résoudre la problématique du logement, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas contribuer à sa solution. En tout cas, pour moi, c'était une transition, puisque je vais vous laisser le mot de la fin. Avez-vous un message à passer à notre nouvelle ministre du Logement, d'une part, et puis à nos auditeurs professionnels de l'immobilier, d'autre part ? Alors, pour les professionnels, j'ai commencé par les professionnels et terminé par préséance oblige par le ministre. En tout cas, pour tous vos auditeurs qui sont sur l'immobilier professionnel, oui, il y a des grandes problématiques, et nous, les responsables de cet immobilier professionnel, on est tout à fait ouverts à toutes les solutions qui pourraient nous permettre de, je dirais, mieux franchir ce mur de l'investissement qui est devant nous et nous accompagner dans l'évolution de notre parc. Et pour la ministre, nous, en tout cas l'ADI, on est vraiment à sa disposition, comme on l'a toujours été vis-à-vis du ministre du Logement, en disant, vous avez dans votre portefeuille le logement, mais vous avez aussi tout l'immobilier professionnel. Et je pense qu'il faudrait augmenter les surfaces de contact entre cet immobilier professionnel qui doit évoluer et le logement qui est un réel problème pour, en tout cas, nos concitoyens. Aujourd'hui, le parc immobilier de logement doit évoluer lui aussi, et il peut s'appuyer, je pense, sur le potentiel de l'immobilier professionnel pour évoluer lui aussi. Et donc c'est là aussi le message à la ministre, au fond. Exactement. Donc on peut trouver des solutions avec Madame la ministre sur ces sujets d'évolution du parc du logement, concomitamment avec l'évolution du parc de l'immobilier professionnel.
Merci Frédéric Goupil de Bouillé d'être venu au micro des Ondes de Limo. Merci de cet entretien chaleureux et instructif. Et puis à très bientôt. Merci Anne-Sandrine.